Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Alors, la visite de M. Xi en France. La visite de M. Xi, qui n'était pas allé en Europe depuis 5 ans, et donc qui rend un peu la politesse à Macron, qui s'était rendu en Chine. Les dirigeants chinois font toujours ça. Une fois que tu vas chez eux, ils viennent chez toi. Bon, très bien. Il faut le recevoir. On le reçoit avec beaucoup d'égards. Trop, parce que c'est un dictateur. Il y a d'ailleurs des gens qui protestent là-bas. Il y a des gens du Xinjiang, donc des Ouïghours. Il y a aussi des Tibétains, bien entendu, qui sont assez mécontents qu'on déroule autant le tapis rouge à Xi Jinping. Mais bon, Macron, lui, voudrait que Xi Jinping l'aide et aide l'Europe en général. La première chose qu'il demande à Xi Jinping, évidemment, c'est de faire pression sur la Russie pour que la Russie règle le problème en Ukraine. Est-ce que tu penses qu'il va faire pression sur la Russie? Pas du tout. Ça fait l'affaire de la Chine, ce qui se passe. La Chine reçoit plein de pétrole à rabais, elle vend plein de marchandises en Chine parce que il y a plein d'entreprises occidentales qui sont retirées de Russie, qui se sont retirées de Russie. Donc, ça fait l'affaire de Xi Jinping. Et Macron s'imagine, n'est-ce pas, que Xi Jinping arrive là en se disant, ben oui, moi je veux faire la promotion d'un monde multipolaire. Non! Ce qu'il veut, c'est que la Chine redevienne le centre du monde, comme la Chine était le centre du monde autrefois dans l'espace asiatique, c'était le centre. Mais il n'y a pas trop de monde. C'est drôle ce que tu dis, Loïc, parce qu'il n'y a pas trop de monde sur la planète qui veut être le centre du monde. Tu as la Chine, tu as la Russie, tu as les États-Unis, tu as le monde arabe. Tout le monde veut être le nombril. Il faudrait peut-être prendre une petite pilule d'humilité de temps en temps. Mais il y en a qui le pensent sérieusement. Ouais, les États-Unis, c'est vrai que les États-Unis pensent encore qu'ils étaient le pays le plus important au monde. La France a pensé ça pendant un certain temps. Oui. Mais tu sais, de manière générale, les gens disent, OK, on n'est peut-être pas le centre du monde, mais on est un des grands pays, puis on a des relations d'égal à égal avec chaque pays, etc. C'est un peu conçu comme ça, les relations internationales en ce moment. Pas la Chine. La Chine voit le monde en termes de vassalité. Elle aimerait que le monde entier tourne autour d'elle, qui gravite autour d'elle. Et ça, les gens n'ont pas compris. Tu sais, on le voit très bien dans les biens de consommation. Jusqu'à la COVID et un peu après, on s'est rendu compte, on appelait la Chine l'atelier du monde. Mais c'était bien plus que l'atelier du monde, c'était le centre de gravité du monde. Et c'est ça que la Chine veut. Elle veut que le monde entier dépende d'elle. Et c'est ça qu'elle essaie de faire. D'ailleurs, Xi Jinping se rend pas juste en France. Il s'en va en Serbie et il s'en va aussi en Hongrie. 2 pays où on adore les dictateurs et donc... Ah oui? Ben oui, mais c'est vraiment le cas. Mais la Chine est le centre du monde aussi, là. La Chine, c'est une culture millénaire. Il faut quand même reconnaître ça, là. La Chine est le centre de son monde. C'est une très belle culture qui est fantastique, qui est millénaire. Les Chinois ont plein de qualités, la culture chinoise aussi. Ils ont un petit défaut, c'est qu'ils ont à leur tête un dictateur, un seul dictateur qui s'appelle Xi Jinping. Bon. Ça les aide vraiment pas. OK. Parlant de dictateur, allons à M. Poutine. En voilà un autre qui est pas content, lui, de ce que Macron a décrit. Tu sais, je t'avais dit la semaine dernière que Macron avait dit, ben oui, si les Russes défoncent le front, puis que l'Ukraine nous le demande, on va envoyer des soldats. Réponse de Vladimir Poutine. Très bien. Il met toutes ces garnisons qui sont à l'est de l'Ukraine en état d'alerte. Plus que ça, elle doit faire des exercices nucléaires, c'est-à-dire des exercices d'attaque nucléaire. Et il dit, bah oui, je vais me servir peut-être de la bombe nucléaire, de manière tactique, je vous rassure, pas la bombe nucléaire stratégique, juste pour envoyer sur la tête des soldats qui seraient en Ukraine, si jamais il y avait des soldats étrangers qui rentraient là. Un peu siphonné, hein, non seulement dictatorial, mais... C'est complètement insensé, oui, en effet. Lui, parce que s'il fait ça, il va perdre... Il pense contrôler les effets radioactifs d'une bombe nucléaire. Il y a ça. Sa population n'est pas mise en alerte. Moi, je croyais qu'il mettait toute la population en alerte et que... Non, juste les soldats. La population, c'est pas grave. Alors donc, tu dis, oui, mais attendez, là, c'est parce que la Chine vous a dit que ça, c'était une ligne à ne pas traverser. Il fallait pas franchir ça. Et il veut le faire quand même. Tu dis, non, mais c'est pas grave, je vais le faire. Oui,
Fais ça, mon petit Vladimir, et tu vas voir ce qui va arriver ensuite. Il va véritablement complètement s'isoler du reste du monde. La réaction va être épouvantable, terrible contre la Russie. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il essaie de faire peur aux Européens? Il va avoir exactement le résultat contraire. C'est vraiment une politique d'intimidation qu'il mène. Ouais. Et pendant ce temps, à Rafah, là, les négociations, là, Israël-Hamas, c'est pas au beau fixe. Du tout. Non, hein? Ce qui est en train de se produire, c'est que les Israéliens disent on va attaquer l'est de Rafah. Moi, je regarde les cartes, ça a plutôt l'air du sud, là, et ils disent aux gens déplacez-vous vers le nord. Ils disent on va à 100 000 personnes de se déplacer donc un peu vers le nord avec des tentes, etc. Et tout le monde dit oui, mais c'est parce que ces gens sont très affaiblis. Il n'y a pas d'endroit où aller, il n'y a pas d'eau courante, ça va empirer la situation. Évidemment, le Hamas dit, écoutez, si vous êtes pour faire ça, nous, on va suspendre les négociations, il n'y aura pas de trêve, il n'y aura rien. On les comprend un peu là-dessus, là. Je n'ai pas de sympathie pour le Hamas, mais si Israël est pour attaquer, ça sert à rien de discuter de conditions de trêve. Donc, on en est là en ce moment et on a l'impression que Netanyahou est de plus en plus impatient d'attaquer le sud de Gaza parce que l'opinion mondiale, évidemment, se durcit de plus en plus contre Israël. Mais il y a toujours les 130 otages oui, en théorie. En théorie. On ne sait pas s'ils sont toujours vivants. Ouais. Ah oui, OK. On ne sait même pas s'ils sont vivants. T'as bien raison. On ne sait pas s'ils sont vivants. Tu sais, oui, le Hamas dit qu'il les a, mais est-ce qu'il les a vraiment? Et pendant ce temps, le gouvernement Netanyahou interrompt l'accès à Al Jazeera en Israël. Oui, c'est très bizarre. Écoute, Al Jazeera, c'est une bonne chaîne de télévision et d'information. J'y vais parfois, s'ils ont des informations en arabe et en anglais. Évidemment, je peux pas juger des informations en arabe, mais en anglais, c'est très correct et c'est beaucoup d'anciens de la BBC qui sont là. Donc, il y a une certaine éthique, tu sais, dans leurs informations. Mais alors non, Netanyahou reproche à cette chaîne, de manière générale, d'être anti-israélienne. Oui, c'est vrai, leurs chroniqueurs sont pas des gens qui sont très pro-israéliens. D'accord, ça on l'accorde, mais ils sont pas les seuls dans le monde à être comme ça. Et surtout, ils disent ah oui, mais cette chaîne Al Jazeera a participé activement à l'attaque du 7 octobre. Où ça? Quand ça? Comment ça? On n'a jamais vu ça. Jamais j'ai vu ça. Et alors, à moins que ça m'ait échappé, ce qui est possible, je suis pas infaillible, j'ai vraiment pas vu ça passer. Et en fait, quand on regarde, tu sais, je te parlais de Reporters sans frontières et je te disais, voilà le classement des pays, on parlait de ça la semaine dernière. Israël est au 101e rang. Ils ont reculé de quelques rangs cette année. Et Israël emprisonne des journalistes. Des journalistes palestiniens, il y en a 37 en prison. Ils en ont tué 150 depuis 6 mois quand même. 150. Et il y a des lois qui sont des lois sur la sécurité en Israël qui empêchent les journalistes de faire leur travail correctement de plus en plus, qui les menacent. Ils reçoivent des menaces. Donc, effectivement, il y a des problèmes pour les journalistes. On a vraiment l'impression que le gouvernement Netanyahou veut que le monde en sache le moins possible sur ce qui se passe à Gaza et sur ce qu'il fait, malheureusement. Bon, et Donald Trump va choisir son colistier. Est-ce que tu t'espères être candidat? Ou? Non, mais moi, je serai pas là. C'était à huis clos. Ça va se faire dans un hôtel privé. Et alors, il y a déjà des gens qui sont sur la liste, mais il va faire ça comme un reality show. Je pense pas que Stormy Daniels est là. Écoute, peut-être qu'il pourrait avoir une entente avec Stormy Daniels, mais il y a Tim Scott, qui est un sénateur afro-américain de la Caroline du Sud, qui va être là. Doug Burgum, qui est un milliardaire et gouverneur du Dakota du Nord, Monsieur Vance, sénateur de l'Ohio, et Marco Rubio, sénateur de Floride. Alors, il va y avoir un panel, Trump va leur poser des questions, et lui-même, et autour de lui, il va y avoir des gens qui sont milliardaires aussi, qui vont leur poser des questions. Je sais pas si ça va être enregistré, et si on va le voir à un moment donné. Mais en tout cas, il y a d'autres personnes qui devraient être sélectionnées d'ici le week-end prochain, c'est là que ça va avoir lieu. Et il va sortir tout ça. Puis peut-être un petit mot, si tu permets, sur le procès de Trump. Le juge, ce matin, en a sorti toute une. Il a dit, d'abord, il a encore trouvé coupable d'outrage au tribunal en disant, écoutez, là, vous avez encore envoyé des textos qui attaquaient. OK. Il dit, Monsieur Trump, vous êtes l'ancien président des États-Unis. Vous serez peut-être le prochain président des États-Unis. J'ai pas du tout envie de vous envoyer en prison. Mais si vous continuez comme ça, je vais être obligé de vous envoyer en prison. À la fin de la journée, dit-il, anglicisme, mais à la fin de la journée, je dois faire mon boulot, je dois décider là-dessus.
faites attention à ce que vous faites. Et Trump semble commencer à avoir peur de perdre son procès. Il a commencé à attaquer les jurys, pardon. Le jury en disant 95% des membres du jury sont des démocrates. Attends, là. Il n'y a aucune raison de penser ça, il ne le sait pas, mais il commence à attaquer le jury. Et moi, je pense que c'est le signe que il sent la soupe chaude, il commence à avoir peur. Alors oui, il pourrait aller en prison, pas nécessairement pour une semaine, ça pourrait être pour l'heure du lunch. Le juge pourrait décider ça, il y a un cachot derrière. Il pourrait l'envoyer pour la journée, en pénitence, c'est dans sa chambre, pour la soirée. Il y a beaucoup de latitude, tu sais. Ouais. Mais et on filme vraiment, l'entrée, on filme la sortie de Donald Trump de la prison. Il monte dans les sondages pendant ce temps-là. Son écart avec Joe Biden monte de plus en plus. Alors, moi, je vois bien les sondages, je lis bien comme toi les sondages qui disent « Ah oui, mais s'il allait en prison, il pourrait perdre jusqu'à 6 points. » Peut-être. Mais jusqu'à maintenant, il gagne dans les sondages avec cette exposition qu'il a dans les médias avec le procès. Ouais. Et est-ce que je me trompe, Loïc, ou je l'ai échappé, ou Joe Biden ne s'est pas prononcé sur les campements dans les universités aux États-Unis? Je pense qu'il n'a pas, sur le campement même, je pense pas qu'il se soit vraiment prononcé là-dessus. Lui est dans la soupe chaude avec ça aussi, parce que, tu sais, les étudiants, ils sont en général pour la justice. C'est toujours comme ça à travers le monde. Il y a un sentiment très, très fort de lutte à l'injustice quand on a 20 ans, et ils voient ce qui arrive à Gaza, et évidemment, leur cœur balance du côté des Gazaouis en ce moment parce qu'il y a 35 000 morts. Ils n'ignorent pas les massacres du 7 octobre, mais si tu veux, ils regardent Joe Biden, puis ils trouvent que Biden ne fait pas grand-chose. Mm-hmm. Et c'est des gens qui, normalement, voteraient démocrate, voteraient pour Biden, et on a l'impression, d'après ce qu'on voit dans les sondages, ces jeunes n'iront pas voter. C'est ça qui risque de se produire. Et ne pas aller voter dans des États clés, ça risque de faire perdre l'État à Joe Biden, et on risque de se retrouver avec un résultat comme on a eu en 2016, c'est-à-dire que, oui, Biden pourrait peut-être avoir la majorité des voix, comme Mme Clinton l'a eu en 2016, mais il n'aura pas la majorité des grands électeurs, et il risque de perdre la présidence là-dessus. Ah ben, le retour de Donald Trump à la présidence. Quelle joie dans 6 mois, hein? Écoute, si ça avait lieu demain matin, je parierais pour Donald Trump, je te dirais, c'est Donald Trump qui rentre. Dans 6 mois, c'est encore loin, on ne sait pas ce qui va arriver, mais en ce moment, Trump est en train de gagner une certaine avance. Ça va bien, son affaire à Trump. Puis, il va annoncer son, comme je te dis, son colistier très bientôt. Ça va bien, son affaire. On va suivre ça. Parfait. Merci, Loïc. On se reparle demain. Salut, Anna.